Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette table ronde des Journées de l'économie qui porte sur l'économie circulaire dans le textile. Je suis Caroline Granier, je suis directrice des études à la Fabrique de l'Industrie et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des intervenants. Première vice-présidente de la métropole de Lyon à l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et la commande publique. Madame Sonia Cambursano, conseillère de la ville de Turin. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement. Maxime Delavallée, président de la Fédération de la mode circulaire et également cofondateur de Crushon. Et puis Camille Marion Vigne, présidente de Wikameka Factory. Juste pour introduire rapidement, aujourd'hui le secteur textile est dominé par un modèle économique plutôt linéaire où il s'agit d'extraire, de produire, d'utiliser puis de jeter. On voit notamment les effets, enfin en tout cas ce modèle linéaire dominer notamment la fast fashion et l'ultra fast fashion. Donc une extraction qui est plutôt très importante de ressources naturelles, que ce soit des fibres naturelles ou de l'eau, une période d'utilisation des textiles plutôt courte et puis un volume important bien sûr de vêtements et de textiles qui sont jetés. Ce modèle économique, donc, qui favorise à la fois une consommation de masse et puis une concurrence basée sur les coûts, a aussi des conséquences négatives sur l'environnement. Ainsi, dans le textile, la production et le transport seraient à l'origine de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, face à ces défis à la fois économiques, concurrentiels et puis environnementaux, les acteurs français, à l'instar d'autres secteurs manufacturiers d'ailleurs, ont mis en œuvre des pratiques circulaires. Donc basées sur des ressources et des savoir-faire locaux. Donc aujourd'hui, dans cette table ronde, on cherchera à savoir où en est la mise en place de ces modèles circulaires en France, quels sont à la fois les atouts du territoire français et notamment du territoire lyonnais en matière de textile circulaire, quels sont les freins qui sont rencontrés par les différentes entreprises. Et puis, on est ravis d'accueillir donc une représentante de la ville de Turin pour nous parler aussi de l'état des lieux de la filière circulaire en Italie. Pour commencer, peut-être, on va voir un peu ce que c'est la circularité dans le textile. Je vais tout d'abord m'adresser au seul homme de cette table ronde. Donc Maxime Delavallée, en tant que président de la Fédération de la mode circulaire, est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques chiffres concernant la circularité dans la mode et dans le textile en France? Oui, bien sûr. Puis bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour cet événement. Je suis en effet très bien entouré, ravi d'être là aujourd'hui. Donc pour le coup, pour avoir quelques chiffres, il faut d'abord définir aussi ce qu'est la mode circulaire et ce qu'est l'économie circulaire dans la mode. Nous, à la Fédération de la mode circulaire, on le définit assez sobrement comme toutes les activités qui vont permettre de prolonger la durée de vie des produits et des matières. Et donc ça va intégrer, sur une vision très holistique, tout ce qui va transformer la manière dont on produit les vêtements pour étendre leur durée de vie, toutes les fonctions qui vont permettre le réemploi de ce textile, la seconde main, la location, etc. La réparation également, pour pouvoir prolonger l'utilité d'un vêtement. Et enfin, tous les sujets liés au recyclage, pour faciliter aussi le prolongement de la matière. Quand on va parler des sujets de production, on va penser à la réinvention finalement de la mode, c'est-à-dire toutes les méthodes qui vont permettre d'aller plus facilement tracer, éco-concevoir, comprendre d'où viennent les différents matériaux, parce qu'il faut avoir en tête que sur cette représentation de l'industrie de la mode qui pèse 8% en effet approximativement des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on va avoir quand même 70% de ce poids-là qui est basé sur le scope 3, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la production, à l'extraction de matière et à la fabrication en elle-même des vêtements. Donc une fois qu'on a un peu ces éléments en tête et qu'on peut définir ce qu'est la mode circulaire, on peut en effet tenter de la quantifier. Donc avec la Fédération de la mode circulaire, on rassemble aujourd'hui un peu plus de 400 organisations adhérentes, allant des grands groupes comme LVMH, Kering, Galeries Lafayette, Intersport, SMCP, mais aussi beaucoup de start-up et d'entreprises industrielles du secteur, des centres de tri labellisés Refashion, des entreprises comme Crushon, mais aussi Vinted, Vestiaire Collectif, et puis beaucoup d'indépendants, des friperies, des boutiques vintage, des réparateurs, des cordonniers,
Et enfin, des associations qui œuvrent chaque jour sur ces éléments de développement et de démocratisation de la mode circulaire. Et donc, chaque année, on mène aussi différentes études de marché avec nos partenaires, avec Accenture à l'échelle de la France et avec KPMG en Europe, pour aussi définir quelle est la taille du marché de cette mode circulaire, comment se développent économiquement, mais aussi socialement et environnementalement ces activités. Et on voit qu'il y a une croissance qui est particulièrement intéressante. On est sur un marché qui est encore un marché de niche comparé à la taille du marché de la mode et du luxe en France, qui pour rappel pèse un peu plus de 150 milliards d'euros annuels dans le PIB. Sur la mode circulaire en France, on est sur un marché qui pèse un petit peu plus de 6 milliards d'euros en 2024. Donc on a en gros un petit peu moins de 10%, un peu moins même de 5% de ce marché qui est dit circulaire. Néanmoins, on connaît une croissance qui est 2 fois plus rapide que celui de la mode de première main. Donc il y a quand même une tendance de fond qui est liée à ce développement-là. Et en termes d'emplois créés, on peut aussi retrouver une dynamique qui est en cours. On maintient de plus en plus d'emplois à travers ce secteur et d'ici 2030, on pourra maintenir et créer jusqu'à 17 000 emplois en France à travers notamment le levier du réemploi et de la réparation. Encore faut-il pouvoir correctement le dynamiser, s'assurer qu'il y ait une collaboration tout au long de la chaîne de valeur. Et donc on œuvre beaucoup à ça à travers la Fédération de la mode circulaire. Et depuis notre création en 2022, on le fait à l'échelle française, mais depuis aussi cette année, on commence à s'étendre un peu partout en Europe, avec quelques adhérents également italiens. On a quelques centres de tri comme Valetti, des adhérents aussi en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Et l'enjeu est aussi de comprendre que cette vision holistique, elle doit s'étendre à l'échelle européenne. Donc je suis très heureux aussi de pouvoir avoir autour de la table des partenaires européens, parce que c'est un point clé. Il va falloir une collaboration non seulement tout au long de la chaîne de valeur à l'échelle nationale, mais aussi avec les autres pays des États membres pour créer une harmonie dans la gestion de cette économie circulaire dans la mode. Et notre étude de marché avec KPMG qu'on a publiée cette année montre aussi une tendance d'autant plus forte à l'échelle européenne. On est sur un marché qui doit atteindre 31 milliards d'euros de valeur d'ici 2030. C'est quasiment 90 000 emplois qui pourront être créés et maintenus sur toute l'Union européenne d'ici ce temps-là. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de leviers, on va pouvoir en parler, mais des leviers, des freins aussi à lever. Mais en tout cas, on a une tendance de fond, une tendance qui permet une réduction de l'empreinte carbone sur certaines activités clés, une tendance de fond qui permet de créer de la valeur et de créer des nouvelles normes économiques, et enfin une tendance de fond qui permettra aussi de redévelopper et de maintenir des emplois qui sont stratégiques dans la vision de réindustrialisation, aussi bien en France mais aussi en Europe. Merci beaucoup pour cette vision nationale. Émilie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'industrie textile à Lyon et puis la place des pratiques circulaires dans ce secteur? Oui, avec plaisir, bonjour. Alors, le textile sur notre territoire, et je crois que c'est ce qu'on a en commun avec ma collègue qui est élue à la métropole de Turin, c'est du patrimoine, c'est l'histoire de Lyon, la richesse de Lyon, de cette ville, c'est faite autour des échanges, du commerce, de la soie, et puis après, bon, ça a dérivé vers la chimie et la santé. Mais le départ de l'histoire de notre territoire, c'est le textile. C'est important de le dire. Ça fait que sur ce territoire, on retrouve des familles qui ont investi dans des outils de production. On retrouve des savoir-faire, de l'expertise, de la compétence et des envies d'agir. Je voulais commencer par là. Après, formellement, il y a à peu près 1800 entreprises qui relèvent du textile sur notre grand bassin de vie. Ça fait un peu plus de 14 000 emplois. Il y a une très forte diversité. Ça va de créatrices, créateurs, artisans, que tu mettrais toi dans les réparateurs, des surcycleurs, des upcycleuses, upcycleurs, qu'on retrouve plutôt dans le cœur de ville. Pourquoi? Parce qu'on a les lieux de formation, ça va des CFA, Greta, aux écoles d'enseignement sup, de design, avec de l'éco-conception, de stylisme et de mode. Et c'est important d'envoyer ce signal-là aussi, y compris l'école des beaux-arts, à celles et ceux, à la jeunesse en fait, qui étudient, se forment et éventuellement éco-anxieuses, de se dire c'est OK sur ce territoire, on travaille le sujet du textile, et oui, ce que vous découvrez ailleurs, en Europe et dans le monde, vous pouvez l'expérimenter, le prototyper ici, pour maintenir des activités économiques et pour participer à l'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie. La deuxième chose que je voulais indiquer, à part ce côté, la troisième chose historique, patrimoine, et aussi cette capacité à
former des jeunes. Donc cette communauté en fait autour du stylisme, du modélisme, de la conception, c'est qu'on a aussi des précurseurs de la mode circulaire que sont les organisations de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'on a toutes et tous en tête, en dehors du textile, un gros pourvoyeur d'économie circulaire en France qui s'appelle Envie, qui répare vos électroménagers, etc. Certains biens du quotidien électrique et électronique. Et ben, on a exactement pareil sur notre territoire avec des spécialistes qui sont dans la salle, qui sont le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, mais il y a aussi l'Armée du Salut, il y a Tremplin, il y en a plein. Ce que je voulais poser là, c'est que avant que ce soit un peu dans l'air du temps, le fait de préserver les ressources, eh bien, il y avait des hommes et des femmes et des organisations qui se sont dit, tiens, donc les chiffonniers d'Emmaüs, hein, pour faire gros, tiens, ça peut être un support d'activité pour des jeunes, des femmes et des hommes. Donc le support d'activité, c'est récupérer, collecter, trier, réparer, transformer nos vêtements du quotidien, mais aussi nos vêtements de travail, pour leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Je voulais insister là-dessus pour deux raisons. La première raison, c'est que dans le moment qu'on vit là, donc pour les GECO qui enregistrent, ça ne vaudra plus pour l'année prochaine, mais dans le moment qu'on vit en France, il y a un gros débat sur ces organisations de l'ESS qui font ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique et qui ne fonctionnent que parce que elles sont en capacité de faire ce qu'on appelle de la R&D sociale, de l'innovation sociale. Et pour faire de l'innovation sociale, elles ont besoin de visibilité sur des choses qui nous paraissent évidentes, c'est-à-dire prendre en charge ces emplois, donc que la puissance publique prenne en charge des emplois de collecte et de tri, parce que c'est un support de retour à l'emploi. Voilà, ça je voulais le glisser. S'il n'y a pas d'innovation sociale, c'est bien l'innovation technologique hein, pour défibrer et tout, c'est essentiel. Mais s'il n'y a pas d'innovation sociale, ces orgas-là, elles ne vivent pas. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, qu'on n'a pas eu le temps de placer dans l'intro, c'est on parle des émissions de gaz à effet de serre. On parle de fibres naturelles, d'usage d'eau, etc. Dites-vous bien, il y a la COP là, qui va commencer ou qui a commencé. Dites-vous bien que ces sujets gaz à effet de serre, derrière, il y a aussi le sujet de la préservation de la biodiversité et du vivant. Ici, on a la crise des perfluorés. Plus on produira de vêtements de travail, de vêtements du quotidien, plus on polluera de ressources que nous avons en commun et plus on abîmera les équilibres de nos écosystèmes, la biodiversité, les pollinisateurs, etc. C'est important parce qu'on pense souvent carbone et un peu moins vivant. Lutter contre l'extractivisme et l'économie linéaire, c'est agir pour le vivant. Voilà, c'est très simple, mais on ne le dit pas suffisamment, donc je le dis là. Et donc je crois que j'ai listé du coup un peu toutes les briques qu'on a sur notre territoire, et la suite de ce qu'il y a sur le territoire, et Camille est là pour l'illustrer, je le dirai après dans ce que peut faire l'acteur territorial. Oui, merci beaucoup. Effectivement, la préservation de la biodiversité rentre bien évidemment en jeu également. Oui, effectivement. Sonia Conversano, donc vous êtes conseillère de la métropole de Turin. Donc je vais poser à peu près la même question que dans le cas de la métropole de Lyon. C'est à Turin, quelles sont les bonnes pratiques en matière de textile circulaire? Oui, merci pour votre invitation. Je viens de la ville métropole de Turin. Je suis conseillère déléguée. Je suis le développement économique. Et aussi le développement social. Parce que je crois que dans le monde de la mode, il y a des pratiques qui sont plus en plus des pratiques qui sont qui ont respect de l'environnement. L'économie circulaire dans le textile, on est en train d'expérimenter à la ville métropole de Turin avec des projets, des bonnes pratiques comme le réseau national d'entreprises textiles qui s'appelle Slow Fiber, qui promeut des filières qui sont à la fois transparentes et durables. Et il y a aussi des projets qui sont des projets pilotes de collecte et de régénération de vêtements usagés dans les communautés métropolitaines.
On est le siège de deux grandes universités, l'École polytechnique de Turin et l'Université de Turin, et avec eux et avec les incubateurs d'entreprises, on cherche à expérimenter sur des matières premières qui sont plus durables et qui respectent l'environnement. Il y a beaucoup de laboratoires d'upcycling et de design responsable en collaboration surtout avec les écoles et les entreprises de mode. Il y a des programmes d'incubation et d'appel public en soutien aux startups textiles durables. Et aussi des importants projets de symbiose industrielle où les déchets et sous-produits de textiles deviennent des ressources pour d'autres secteurs productifs. Et les points forts de la ville métropole, de l'environnement de la ville métropole, c'est un fort écosystème d'innovation grâce aux universités surtout, aux incubateurs et aux centres de recherche. Et puis il y a un tissu productif qui est caractérisé par des petites et moyennes entreprises qui ont une certaine flexibilité. Et donc avec eux, on peut travailler sur des petits mais importants expérimentations. Et puis, on a une gouvernance au niveau métropolitain. Nous, comme ville métropole, avons choisi de coordonner des politiques territoriales en matière d'environnement, de développement économique et d'innovation. On a approuvé dans le Conseil métropolitain un plan pour l'économie sociale qui met au centre du développement pas seulement le profit, mais aussi l'environnement et les personnes, les hommes et les femmes qui travaillent. Et puis, comme dernier point fort du territoire métropolitain, il y a de fortes relations avec les filières naturelles, grâce à la tradition agricole et artisanale. On peut favoriser à travers cette tradition l'intégration des matières premières biosourcées dans les processus textiles. Merci beaucoup. Donc je vois qu'entre les deux métropoles, il y a un certain nombre de points communs. Déjà, de pas penser seulement environnement dans l'économie circulaire, mais le social. Vous avez parlé de l'ESS, vous avez parlé d'intégrer davantage la dimension sociale. La deuxième, c'est aussi l'importance d'avoir des centres de formation pour développer des filières dans certains secteurs. Et puis la troisième chose dont vous venez de nous parler, c'est l'importance d'avoir des PME. Et à ce stade, je me tourne maintenant vers Camille Marion Vigne. Partons d'un cas concret pour décrire ce qu'est la circularité dans le textile. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité également. Alors, moi, du coup, je dirige Weka Meka Factory. C'est un atelier de production et un bureau d'études textiles. On est basé à Lyon. En fait, nous, on est un peu la continuité de tout ce que vous avez raconté. On est un laboratoire d'expérimentation, puisque du coup, on développe des produits éco-conçus avec des matières issues de stocks dormants, des matières issues de l'upcycling, etc. Donc on les imagine et ensuite on les fabrique, donc on met ça en série. Donc ça peut paraître très facile, mais c'est pas du tout la logique de la fabrication en série, parce que l'industrie c'est très arrêté, c'est des process très établis. Et que quand on fait de l'upcycling ou quand on fabrique avec des matières issues de stocks dormants, on va faire plutôt des petites séries, on va faire de la fabrication à la demande, on va travailler avec des matières qui sont systématiquement différentes, donc qui ne rentrent pas du tout dans le cadre de l'industrie. Et donc voilà. Et donc on est à cheval entre les centres de tri et les marques qui, elles, revendent. On est l'intermédiaire de tout ça.
On est effectivement installé à Lyon et du coup, on vient de s'installer sur un site qui est basé dans le 8e, qui abrite du coup 4 activités qui sont très complémentaires, puisque du coup, on est installé dans un bâtiment qui abrite un centre de tri qui est géré par Tremplin, qui est une des associations dont vient de parler Emeline. Des recycleurs qui sont donc Buitex et Recycle Elite, qui eux recyclent soit du coton, soit du polyester qui sont issus donc des bornes de collecte de Tremplin. Et nous, à l'étage, on vient concevoir et fabriquer et ensuite réparer les produits qu'on vend, qu'on fabrique et qui sont ensuite vendus par les marques pour lesquelles on travaille. Donc on a un bâtiment parfaitement éco-circulaire et qui vient juste de naître, puisqu'on s'est installé il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et voilà, donc on est en plein dans la concrétisation de tout ça. Weka c'est une entreprise qui a 5 ans, donc c'était les prémices de tous ces sujets-là. C'est effectivement une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mais on est une entreprise classique. Donc nous, on n'a pas de subventions qui sont liées aux emplois. On a un modèle classique de rentabilité. Et donc on a aussi toutes les problématiques de formation qui sont liées à tout ça, puisque du coup, en faisant de la petite série, on est obligé d'être très 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 polyvalent et d'avoir des gens qui ont une très forte exigence technique. Justement, vous parlez de difficultés, c'était la question que je souhaitais aborder par la suite. Dans le cas de Weka, quelles ont été peut-être les difficultés dans la mise en place de dans la création de votre entreprise, et puis si vous souhaitez, je sais pas, diversifier ou passer peut-être à plus grande échelle, est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés dans cette étape-là de la vie de votre entreprise ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a des difficultés de recrutement et de formation, puisque du coup, tout comme l'industrie, la formation forme à des métiers finalement assez standardisés quand nous, on est un peu touche à tout. Et on a tendance à réfléchir un peu à l'inverse de ce qu'on apprend à l'école, même si je sais que les écoles maintenant s'y sont beaucoup mises. L'upcycling, typiquement, on part d'un vêtement pour le transformer en quelque chose d'autre, quand normalement le modélisme part d'un tissu qui donc est plat et n'a absolument aucune contrainte de volume et technique. Donc c'est des méthodes de réflexion qui sont très différentes. Et puis après, il y a aussi un enjeu qui est plutôt lié à la commercialisation, puisque du coup, c'est pas moins cher de faire de l'upcycling, c'est peut-être même souvent un peu plus cher, parce qu'il y a plus d'étapes de transformation. Et du coup, il y a un marché qui, lui, est habitué à parfois, voire souvent, acheter en Asie avec des prix qui sont des prix asiatiques, et que quand on essaye de relocaliser ici, on a des gens en face de nous qui nous disent c'est difficile d'inclure cette différence de prix. Donc l'enjeu, c'est justement d'arriver à trouver des méthodes de production qui soient suffisamment agiles et intéressantes pour arriver à prendre des parts de marché localement et arriver à répondre à des demandes bien spécifiques. Et moi, je pense que ça passe par beaucoup de personnalisation, beaucoup d'agilité, aussi une grande qualité dans ce qu'on doit fabriquer, parce qu'on représente aussi la fabrication française. Et quand on va à l'étranger, notamment avec de l'export, on a besoin de capitaliser sur ces enjeux forts qui sont aussi la différenciation des pays européens par rapport aux pays asiatiques, quoi. Et le fait d'être localisé au même endroit que des entreprises de tri ou de recyclage, est-ce que pour vous c'est un avantage ? Alors, pour l'instant, c'est encore tout petit, mais je vois déjà, oui, effectivement, des avantages. Il y a deux typologies d'échanges. Il y a nous, quand on conçoit quelque chose, quand on conçoit un produit, n'importe quoi, mettons un sweat à capuche par exemple, on va avoir besoin de tout un tas d'ingrédients pour concevoir ça. Et donc le fait d'être à côté de bornes de collecte nous permet effectivement d'aller dire, tiens, si c'est un exemple très facile, mais si notre cordon qu'on met sur la capuche, on allait le chercher dans des bornes de collecte, qu'est-ce qu'il faudrait comme typologie de cordon, quelle taille il faudrait qu'il fasse, etc. Donc en fait, on va servir dans les bornes de collecte et on va travailler avec les collecteurs sur quel est le cahier des charges de ce qu'il faut qu'on récupère pour pouvoir l'insérer dans des nouveaux produits.
produits. Et après, à l'inverse, comme toute activité de production, on a des déchets, enfin on génère du déchet, on génère des chutes de coupe, des déchets de production, voilà. Et du coup, nous, nos déchets, ils sont directement retraités dans le même lieu et ils vont du coup dans les circuits de collecte d'en dessous et directement plutôt même vers le recyclage. Donc on génère aussi beaucoup moins de déchets. Et après, c'est aussi très facile parce qu'on n'a pas les frais de transport qui aujourd'hui représentent une part non négligeable dans le coût d'un produit textile, quel qu'il soit, dans le vêtement ou autre chose. Donc oui, bien sûr que... Mais pour l'instant, c'est à une toute petite échelle et je veux bien qu'on en reparle dans quelques mois parce que je pense que ça sera encore mieux. C'est noté. Maxime Delavallée, vous êtes également donc cofondateur de Crushon. Donc, est-ce que vous aussi, vous pouvez nous présenter rapidement votre entreprise et les obstacles que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de votre modèle? Et aussi, pendant la préparation de la table ronde, on avait évoqué ensemble la réglementation. Donc, comme on parlait de freins et de difficultés, je voulais avoir votre point de vue sur est-ce que la réglementation, pour vous, c'est un frein ou une opportunité? Très clair. Pour le coup, Crushon, c'est le système d'opération de la mode circulaire. On est une plateforme logicielle qui connecte les grandes entreprises de la mode, les grandes entreprises historiques, Galeries Lafayette, Kiabi, Decathlon, Carrefour depuis peu, La Redoute sur le online, Vinted. On les connecte avec une communauté de 3000 revendeurs professionnels de mode de seconde main, allant des boutiques vintage spécialisées sur le luxe, en passant par des dépôts-ventes, mais aussi par des grands centres de tri industriels, comme Filtex ou GBtex en France, les plus grands centres de tri privés. Et on permet comme ça, à travers nos outils de gestion logicielle, de déployer une offre de seconde main sur mesure, en répondant comme ça aux critères dédiés des enseignes pour répondre aux besoins des clientes et des clients en matière de textile de seconde main. Donc on équipe par exemple les Galeries Lafayette dans 8 magasins en France et puis en Allemagne aussi historiquement. Si vous allez par exemple aux Galeries Lafayette Haussmann, vous pouvez accéder comme ça à une offre de seconde main entièrement dédiée, sourcée, préparée, triée par des professionnels, plutôt luxe. On est aussi déployé dans un peu plus de 105 points de vente Kiabi en France, mais aussi en Belgique, où l'intégralité de l'offre est passée au crible par des centres de tri qui vont aussi aller assurer la préparation et l'étiquetage pour assurer la traçabilité de ces pièces. Et globalement, notre approche, c'est de vraiment pouvoir connecter ce secteur qui ne se parlait pas parce qu'on réfléchissait à la tonne d'un côté et à la pièce de l'autre. Et donc, on avait cette nécessité de pouvoir développer ces logiciels qui permettent cette traçabilité et cette transformation d'une balle de vêtements, pour schématiser, à une belle pièce mise sur portant avec la bonne étiquette et qui est prête à être essayée en magasin, par exemple, ou à être visualisée en ligne. Quels sont les obstacles et grosso modo les freins au développement? Ça fait 5 ans qu'on existe, on est passé de zéro qu'on est passé à temps plein en tout cas, et on est passé de zéro à un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année qu'on projette. Pour le coup, on est passé par plusieurs phases. On était d'abord en B2C, donc on connectait ces professionnels de la mode de seconde main avec des consommateurs et des consommatrices. Et progressivement, et notamment au gré des différentes rencontres qu'on a pu faire au sein de la Fédération de la mode circulaire, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignes souhaitaient se lancer dans la seconde main, souhaitaient se lancer plus largement dans leur stratégie circulaire, mais qu'elles n'avaient pas forcément les codes ni la bonne approche pour le faire. Donc beaucoup d'entre elles ont été aussi marquées par des déploiements d'investissements OPEX, d'investissements opérationnels extrêmement lourds pour essayer de répliquer l'équivalent industriel d'un centre de tri pour gérer cette seconde main en interne, mais en fait c'est un autre métier. Et finalement, c'est un peu de ce constat-là où on a voulu mettre nos outils à disposition de ces grandes enseignes pour pouvoir se connecter en direct avec les professionnels. Et c'est en ça, les professionnels du secteur de la seconde main, et c'est en ça où on a commencé déjà à lever un premier gros obstacle à cette démocratisation de la seconde main, qui était finalement la méconnaissance du secteur et la nécessité de s'appuyer sur des acteurs déjà rentables par essence. Un centre de tri, c'est rentable, c'est une entreprise à proprement parler qui a ses enjeux de rentabilité, qui sont parfois présents depuis des décennies en assurant aussi leur développement. Et donc, on a permis finalement à travers notre logiciel de pouvoir se connecter à tous ces acteurs-là et facilement aller sourcer en très grande quantité des produits de seconde main qui correspondent
à l'image de marque de ces enseignes. Un autre point qui a souvent été ensuite soulevé et puis à lever comme frein, c'était le sujet de la rentabilité, et notamment de la rentabilité en comparaison de la première main. On mentionnait le fait de produire des nouveaux textiles à partir de méthodes comme le surcyclage ou de matières recyclées. On compare souvent le coût de la matière à de la matière en première main, la matière vierge, et on se rend compte qu'en effet, si on prend de la matière vierge à l'autre bout du monde, où il y a du dumping social et un coût environnemental qui est assez énorme, on va avoir des coûts qui vont être assez différents quand on remet aussi à l'échelle française ou même européenne pour aller reproduire du fil. Bon, on avait les mêmes enjeux aussi sur la seconde main. Donc, il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs de la Fédération de la mode circulaire qui portent ce discours. Je pense à Losange, la première usine aussi industrielle d'upcycling basée dans la Nièvre, qui pose beaucoup ce schéma-là de reconsidérer pour les marques et les retailers le logiciel dans la compréhension des unités économiques. On devrait comparer du textile recyclé ou du textile upcyclé à du textile vierge français, si on est sur ces mêmes logiques de production. Donc, je m'égare un petit peu, mais en tout cas, dans la seconde main, l'enjeu, c'était aussi ça, c'était de démontrer que dans une logique de CA au mètre carré dans un magasin ou de CA sur une page web pour le online, on allait générer autant, voire plus de revenus. Et à travers le fait d'interconnecter finalement ces grandes enseignes de la mode avec des professionnels du secteur qui ont du volume de produits, qui ont déjà déployé énormément d'investissements opérationnels et qui les ont déjà amortis, on est en mesure d'aller générer un volume de vente qui est supérieur à de la première main. Après, il y a un équilibre à trouver sur les marges opérationnelles parce que c'est d'autres logiques, mais au global, on arrive à prouver que le modèle de la seconde main est rentable, et ça, c'est un levier qui est encore à craquer parce que beaucoup d'enseignes qui se sont lancées à leur compte ont malheureusement dû parfois faire aussi machine arrière pour repenser aussi la manière de lancer la seconde main. Et enfin, le troisième point, c'était aussi dans une logique plus financière, mais pour ces enseignes, la vraie difficulté aussi à se lancer dans la seconde main, c'est financièrement devoir avancer de l'argent pour racheter parfois des vêtements qu'ils ont mis du temps à vendre, et donc en comptabilité, avoir à nouveau un stock d'inventaire qu'il faut à nouveau réécouler. C'est quand même une des grandes phobies des marques, d'avoir trop produit et puis d'avoir ensuite des invendus à gérer. Donc si c'est en plus pour se les retaper en seconde main, on se retrouve dans des logiques assez logiques. Donc c'est l'approche aussi qu'on a mise en place à travers notre service logiciel, c'est que de bout en bout, c'est le professionnel de la mode de seconde main qui reste propriétaire de ces vêtements. S'il y a des invendus, ils sont entièrement repris en charge. Donc le centre de tri a cet avantage-là. Il peut par exemple travailler, on bosse avec 3 centres de tri pour couvrir le réseau qui habille. Lorsqu'il y a des invendus, il peut récupérer ses vêtements et retrouver des débouchés connexes qui vont permettre, dans tous les cas, d'aller assurer la seconde vie de ce produit sans avoir à faire porter les stocks dans les inventaires comptables de qui habille. Donc c'est en tout cas un peu ces différents leviers. Et puis par rapport à la deuxième question sur le sujet de la réglementation, comment les marques ou les enseignes le perçoivent, comment est-ce que les entreprises innovantes aussi du secteur perçoivent ces évolutions réglementaires. Bon, il y a 2 écoles. Il y a celles qui perçoivent ça comme un risque très fort et d'autres qui perçoivent ça comme des opportunités de se distinguer, de se différencier de leurs concurrents. Si je prends le cas des enseignes spécifiques, donc les entreprises avec lesquelles on travaille, nos clients, on voit que certaines d'entre elles, je pense aux marques mass market, voient par exemple la loi sur l'impact environnemental du secteur textile, ou plus communément appelée la loi anti-fast fashion, comme une menace. Parce que, faut se dire les choses aussi, nos marques françaises ont conscience des volumes de vêtements produits et savent qu'après Chine ou Temu, ça sera leur tour si elles ne font pas des évolutions dans leur manière de produire et dans leur manière aussi de transformer leur modèle d'affaires. Donc il y a naturellement une part de risque qui est perçue, mais nous, on les oriente aussi vers le fait de considérer ça plutôt comme des opportunités. C'est-à-dire qu'on a toujours connu, comme c'était très bien souligné, le modèle où 99,99% du chiffre d'affaires de nos grandes enseignes était issu de nouvelles productions. L'économie circulaire dans la mode, c'est l'occasion aussi de dérisquer ce modèle d'affaires à travers plusieurs sources de revenus différentes. Et avoir un revenu mix qui va être à 30% de nouvelles productions, 30% de seconde main, 10% de location, 15% de réparation. Bref, au final, avoir cette diversité dans les modèles d'affaires qui permet aussi d'avoir finalement plus de pérennité. Donc je pense qu'il y a pas mal aussi de cadres réglementaires qui vont commencer à figer des méthodes de collaboration. Et quand on en revient aussi au sujet de l'écosystème,
On a aujourd'hui en France la chance d'être le premier pays qui compte un éco-organisme sur le secteur textile avec Refashion, qui coordonne la fin de vie des produits sur la base des objectifs gouvernementaux. À partir de 2027, à travers le Waste Framework Directive à l'échelle européenne, on va avoir beaucoup de pays européens qui vont également avoir leur propre éco-organisme qui vont piloter cette fin de vie des produits. Donc il y a un sujet aussi à pouvoir assurer cette harmonisation dans les règles de gestion, cette harmonisation dans la manière de collaborer entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, associations, entreprises à but lucratif, metteurs sur le marché, centres de tri, entreprises innovantes, pour s'assurer que derrière, on puisse en faire des réelles opportunités de passer à l'échelle et de pouvoir être en mesure de faire en sorte que l'Union européenne et plus globalement tous les acteurs aussi en Europe puissent être un vrai pionnier de l'économie circulaire dans la mode. On a en tout cas cette possibilité de le faire. Ça s'aligne avec la vision aussi de réindustrialisation du territoire. Et donc c'est à nous de jouer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à aller réaliser, mais l'avenir est en face de nous. Merci. Donc, si je comprends bien, on va dire dans cette phase de transition dans laquelle nous sommes, le circulaire doit être vu comme finalement quand même complémentaire du linéaire pour le moment. On n'est pas dans une substitution. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir transformer la manière dont on produit ces vêtements, mais il y aura toujours une nécessité de produire des nouveaux vêtements, parce qu'après une 4e, 5e, 6e vie, et après un recyclage de la matière, on est dans un moment où il faut se resservir de cette matière recyclée pour pouvoir reproduire. Donc il y aura toujours une part de production qui sera à allouer. En revanche, aujourd'hui, d'ici 2030, on est censé atteindre 100 milliards de tonnes de déchets textiles à l'échelle mondiale, donc 100 millions de tonnes de déchets textiles, mais ça fait quand même beaucoup de milliards de vêtements. Donc on est quand même sur une quantité et une prolifération de vêtements qui est beaucoup trop importante. Et vous vous rappelez du point qu'on avait vu en introduction, on a quand même 70% des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du scope 3, donc cette extraction, processing et fabrication de matières pour fabriquer ensuite les vêtements. Donc si on réduit ne serait-ce que de moitié la production de vêtements dans le monde, on sera en mesure de quand même pouvoir réduire drastiquement la quantité de gaz à effet de serre produite par l'industrie. Merci beaucoup. Sonia Camporsano, donc parmi les obstacles identifiés en France, les obstacles au développement des modèles circulaires, on constate quand même la faible appétence des consommateurs à aller vers ce type de vêtements. Ouais. Qu'en est-il en Italie et est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous avez pu observer? Oui, parmi les obstacles, bien sûr, la demande est encore faible parce que la sensibilité des consommateurs n'est pas encore au niveau de préférer toujours les vêtements qui sont déjà utilisés, qui sont recyclés, qui sont upcyclés. C'est difficile, c'est un changement culturel très important. Donc, bien sûr, la demande est faible. Parmi d'autres obstacles, il y a aussi, je disais avant que le tissu productif de la ville métropole est surtout caractérisé par des PME qui ont des opportunités d'expérimenter, mais la fragmentation dimensionnelle peut être un problème parce que souvent elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour l'innovation. Les coûts et les risques sont encore élevés parce que les investissements dans les technologies circulaires, recyclage chimique, régénération des fibres, nécessitent des capitaux qui sont importants. C'est lié à la fragmentation dimensionnelle. Et puis, il y a les normes et la bureaucratie qui, quelquefois, sont complexes. Donc, ce n'est pas un problème français seulement. Non. Et ralentissent l'adoption de nouveaux modèles. Donc, ça, c'est un gros problème. Et enfin, je vois aussi un problème de filières qui, quelquefois, sont incomplètes. Et donc, il y a les entreprises qui doivent recourir à des importations pour compléter le cycle de production.
Et donc, ça peut être le cadre des obstacles que je vois au modèle de la circularité dans le textile. Oui, et je crois que Maxime aussi avait beaucoup insisté sur le fait de construire des filières en fait et de penser voilà, les synergies, les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Vous parliez de capitaux, Emelinske. Voilà, aujourd'hui, les investissements qui sont réalisés par les entreprises sont-ils suffisants pour faire émerger des nouveaux modèles circulaires? Est-ce que pour vous, c'est un des principaux obstacles? Alors, je ne sais pas si c'est le principal obstacle, mais ça compte. Pourquoi? Parce que, alors Maxime l'a fait comprendre et Camille aussi, il me semble. Quand on raisonne à l'échelle d'un territoire, nous, de notre grand bassin de vie, l'aire urbaine lyonnaise, il y a une très forte hétérogénéité de gisements. Dit autrement, dans ce qu'on collecte, et malheureusement on ne collecte pas tout, hein, il y a encore énormément d'habitants qui mettent dans la poubelle d'ordures ménagères, donc du quotidien qui va à l'incinération des vêtements du quotidien. Il y a des vêtements de très bonne fabrication et puis il y a des vêtements issus de la fast fashion. Et forcément, une entreprise, donc je vais citer une entreprise que Camille a citée, qui travaille sur la dépolymérisation, pour faire gros quoi, Recycle Elite. Là, c'est une entreprise, donc c'est une jeune entreprise innovante industrielle que la métropole de Lyon a accompagnée grâce à un fonds d'amorçage industriel à impact. Très clairement, les deux chercheurs qui ont créé la boîte, ils ont été accompagnés depuis le début, d'une façon ou d'une autre, par des acteurs publics. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de l'accompagnement d'une structure qui fait de l'incubation post-recherche en labo public. Ensuite, ils ont eu accès à du matériel sur une plateforme industrielle qui s'appelle Axel One, qui est sur notre territoire pour du prototypage. Et puis là, ils sont dans des locaux dédiés à l'industriel. Le site, il s'appelle le site Usine à Vénissieux. Pareil, avec un accompagnement et sur le loyer et en fonds propres via un fonds d'amorçage industriel. S'il n'y avait pas tout ça, forcément, ce serait resté, comme l'a raconté, parce que donc, leur dernier site a été inauguré à peu près au même moment que le site de Wekameka, début octobre, ce serait resté au fin fond de leur cuisine en Tunisie, parce qu'il se trouve qu'ils sont tunisiens. Je voulais vous donner cet exemple-là pour vous dire, oui, il y a certaines entreprises innovantes qui ont des process de dépolymérisation pour ce cas-là, donc plutôt qui relèvent du recyclage, qui sont extrêmement gourmands en capitaux. Voilà. Il y a quand même aussi, je tiens à le dire parce que c'est important pour rejoindre ce qu'a dit Sonia, je pense que pour un des freins pour le développement de la mode circulaire, c'est vous et moi, c'est l'appétence quand même à acheter de seconde main, transformés, surcyclés, etc. Et se dire qu'en fait, il y a suffisamment de vêtements dans le monde et qu'on n'a aucune envie qu'il y ait des déchets qui aillent ailleurs, au hasard en Afrique de l'Ouest, voilà, pollués ou autre chose. Pour ça, il faut que vous et moi, on voit ces process de transformation, de réparation, de surcyclage, de dépolymérisation, de fabrication de fils. Il faut que tout ça, ce soit dans les PME, les TPE dont parlait Sonia. On se ressemble beaucoup, Turin et la métropole de Lyon. Il faut que ce soit au plus près des habitants. Et pour être au plus près des habitants, pour être dans la ville, dans le tissu urbain, il y a un truc important dont on ne parle pas ici, c'est la capacité à loger des activités productives dans la ville. Or, nos villes, nos territoires urbains, ils se sont construits en poussant loin les entreprises, entre guillemets, polluantes, il faut quand même se le dire. Voilà. Et donc là, on va en parler juste après, mais les entreprises, elles doivent aussi investir dans des bâtiments, dans des halles productives. Et pour avoir de la symbiose industrielle, comme disait Sonia, il faut qu'il y ait des pôles de coopération. C'est-à-dire que physiquement, dans un même endroit, il y ait de la recherche et développement social ou organisationnel et ou technologique. Il y ait la matière première, donc le centre de tri qui va bien. Il y ait de l'éco-conception, mais il y a aussi un point de vente. Et ça, en tout cas en France, mais je pense que c'est pareil en Italie, et je suppose que c'est partout pareil en Europe, si l'acteur public ne s'y met pas, c'est pas l'acteur privé qui va y aller, parce que l'acteur privé, il n'a pas encore compris un truc important, c'est
l'analyse en coût complet ou les coûts évités, ou etc. Pourquoi est-ce que l'acteur public, je ne dis pas tout ce que je vais dire après, mais pourquoi l'acteur public il doit se bouger? Je pense que c'est ce qu'on a en commun, Turin et nous, c'est que nous, la métropole de Lyon, on porte autant le développement économique, donc j'ai un intérêt, moi, Emeline, à la création d'emplois, à ce que les gens soient bien et heureux dans leur emploi, et pour tout le monde, y compris pour des gens éloignés de l'emploi. Mais moi, métropole de Lyon, je collecte les déchets au quotidien. Les déchets que vous abandonnez dans la rue, les incivilités, mais aussi les déchets que vous mettez volontairement dans les points d'apport volontaires. Et même si Maxime a dit oui, il y a Refashion, donc il y a ce qu'on appelle le système, plus ou moins système de pollueur-payeur, je mets sur le marché, je paye une écotaxe, donc c'est la responsabilité élargie du producteur qui ne fonctionne pas bien en France, voire très mal de mon point de vue. Au final, qui paye ? C'est la collectivité. Il faut bien vous dire que la collectivité, derrière, c'est vous, en tout cas en France. Je le redis, c'est important, c'est de l'éducation à la citoyenneté. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est adossée à la taxe foncière que vous ne voyez pas forcément si vous êtes locataire. Mais pourquoi les collectivités, elles ont intérêt à se bouger sur le textile? C'est parce qu'on a un intérêt, y compris donc environnemental certain, social évident, mais on a un intérêt de bonne gestion financière à dire moins on a de déchets à collecter, moins la facture est salée pour la collectivité. Et je pense que c'est important qu'il y ait des élus locaux qui témoignent de ça. Et ce qu'on essaye de dire à Refashion, c'est occupez-vous, vous, c'est bien de s'occuper de la fin de vie, mais financez l'amont, en fait, financez l'éco-conception, financez la R&D sociale, la R&D organisationnelle, faites comprendre aux metteurs au marché qu'ils ont intérêt à mettre sur le marché alors, je sais pas comment on dit, des pièces bien faites, facilement démontables, surcyclables, etc., pour qu'ensuite, il y ait le moins possible de déchets sur nos espaces publics, dans nos poubelles, sur les plages en Afrique de l'Ouest, ou que sais-je, ou dans les rivières en Asie. Voilà, je le fais à très gros traits, mais les GECO, ça sert aussi à ça, à faire de l'éducation à la citoyenneté, à dire pourquoi on est engagé si fort sur ce sujet. Et donc, ça demande, je reviens, mais ça demande, oui, énormément de capitaux. Je termine là sur cette histoire de déchets ménagers. Là, sur le territoire, il y a des organisations qui doivent sortir de terre des centres de tri, tellement il y a de déchets textiles sur nos bassins de vie. Donc, ce qui existe à l'échelle nationale n'est pas suffisant. Et je suis d'accord avec Maxime, ça pourrait se structurer à l'échelle européenne. Merci. Oui, sur les filières REP, juste sur, je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux, parce qu'en fait, ce qui est dans le cas de la filière REP textile, donc responsabilité élargie du producteur, c'est une des premières filières en fait qui a été mise en place en France, donc en 2008, il me semble. Et là, il y en a tout un tas de nouvelles qui vont être, qui ont juste été mises en place à partir de 2023. Il y a la nouvelle sur les batteries électriques qui va venir. Et du coup, je serais intéressée de savoir du coup quelles sont les limites, parce que l'idée quand même derrière ces filières REP, c'était justement de mieux structurer les filières, certes, de dire que c'était le producteur qui avait la charge de gérer la fin de vie des produits qu'il mettait sur le marché. Et le deuxième avantage économique qu'on pouvait y trouver, c'était aussi de structurer la filière, la chaîne de valeur sur le territoire. Et pour cela, il y a des éco-organismes donc financés par les entreprises textiles, donc dans le cas du textile, c'est Refashion, qui sont en charge, au nom des entreprises, d'organiser la collecte et le tri. Alors, en fait, de mon humble point de vue, il y avait plein de bonnes volontés dans cette loi dite AGEC pour la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. J'avais fait partie des gens qui avaient porté beaucoup de plaidoyers. Cet éco-organisme, Refashion, le problème, c'est que donc, sur le papier, il est redistributif. Il collecte l'argent de celles et ceux qui mettent sur le marché des pièces, des vêtements, que ce soit des marques. Et il stocke l'argent, il est censé redistribuer, il est censé avoir des objectifs sur du réemploi, du recyclage, etc. Le problème, c'est, comme je vous l'ai démontré juste avant, c'est qu'au final, qui paye la facture? Alors vous la payez un peu en tant que consommateur, mais un peu, l'écotaxe n'est pas excessive, mais surtout vous la payez en tant qu'habitant, habitante d'un territoire au travers de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On peut faire toute la démonstration que vous voulez. Au final, le sujet des textiles, c'est un sujet encore en France de déchets ménagers. Il y a un autre sujet derrière que j'ai amené spontanément, c'est pour ça que je vous ai parlé de la préservation de la biodiversité et du vivant, de la lutte contre les pollutions, c'est que cet éco-organisme, il faut prendre ce qui est bien fait,
mesure donc le taux de réutilisation. Dans la réutilisation, donc on est à peu près, alors Maxime me contredira peut-être, mais on est à un peu plus de 56% de réutilisation de ce qui est mis sur le marché en France. Donc ça, c'est les chiffres Refashion. Mais dans la réutilisation, vous avez l'export. Le problème de l'export, c'est si j'exporte ce que moi je considère comme un déchet sur la métropole de Lyon en Hongrie. On peut se dire que sociologiquement on se ressemble et que la doudoune que j'ai pas voulu réparer avec Goodloop en France, c'est une entreprise du coin, Goodloop, bon bah elle peut être utile en Hongrie et peut-être qu'en Hongrie il y a un équivalent, les réparables ou Goodloop. Entre nous, envoyer une doudoune en Afrique de l'Ouest, pardon, ça n'a pas forcément de sens. Ça c'est l'exemple hyper caricatural, voilà. Et donc le problème de Refashion, c'est que, il faudrait que dans la gouvernance, là tout à l'heure Sonia parlait d'une gouvernance à l'échelle de la métropole de Turin, il faudrait que dans la discussion collective sur où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on fait porter l'effort, il y ait les territoires. Non pas que les territoires on soit plus intelligents, c'est pas du tout ça. C'est juste que les territoires, nous on gère les déchets du quotidien et puis on a peut-être un peu plus de dialogue en direct avec les habitants et habitantes. Donc dans la gouvernance, il faudrait qu'il y ait les collectivités, au nom de leurs compétences. Dans le jargon, c'est prévention et collecte et valorisation des déchets. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien dans tout ce qu'on témoigne, il faut faire porter l'effort sur une structuration à l'échelle européenne et en France. Il faut se répartir le boulot et dans le boulot, il y a, on l'a bien vu, Sonia l'a dit spontanément, Camille en a témoigné, on a besoin de petites et moyennes organisations. On n'a pas besoin d'énormes massificateurs. Peut-être qu'on en a un peu besoin, mais pas tant que ça. Donc pour préserver ce tissu de petites et moyennes entreprises et d'organisation de l'ESS, il faut aussi, en tout cas, qu'elles aient des porte-parole qui témoignent de la diversité. Maxime l'a dit, on a besoin de la diversité des modèles économiques. Quand tu as posé la question sur « mais alors on va vivre pendant une génération encore du linéaire et du circulaire », et Maxime il a dit « bah ouais, parce qu'en fait le modèle économique des boîtes, même des gros metteurs en marché, il faut qu'il soit mixte ». Et je suis d'accord avec lui. Et donc pour qu'il y ait cette mixité, il faut qu'il l'entende, l'éco-organisme en fait. Et pour l'entendre, il faut qu'il soit dans le tour de table. C'est comme ce qu'on vit en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est de la démocratie. Et ça, c'est pas simple. Et la dernière chose, c'est la transparence. C'est-à-dire que je vous l'ai dit spontanément et tu l'as dit spontanément, cet éco-organisme, comme beaucoup d'éco-organismes, ils sont redistributifs. Ils sont redistributifs. On doit savoir où va l'argent et ce que ça transforme et ce que ça ne transforme pas aussi. Parfois, on met de l'argent sur des organisations et des entreprises qui partent en liquidation, ça ne marche pas. Et c'est pas un problème, mais il faut le dire. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui construit la confiance. Et dernier truc, il faut rendre visible, donc là j'oublie toujours le truc, c'est éco-balise, non ? Ouais, c'est ça. Il faut quand vous achetez de seconde main, aucun problème, mais quand vous achetez des vêtements, enfin des pièces neuves, il faut qu'on vous dise aussi la composition, d'où ça vient, machin, et il faut qu'on vous dise le poids de l'écotaxe et que vous puissiez en tout cas intuiter à quoi ça va servir. C'est ce que je mets aussi dans la transparence. Dernier sujet sur le pourquoi je tiens à ce que les territoires soient dans le tour de table. C'est parce que le territoire, c'est lui qui va accompagner les jeunes entreprises innovantes. Refashion, il ne peut pas tout. Il est à Paris ou à Bruxelles. Il est à Paris en l'occurrence, mais ils ne peuvent pas tout. Nous, on est en capacité de garantir un parcours immobilier aux entreprises. C'est ce qui est arrivé à Camille et à Wekameka. On est parfois, ce n'est pas le cas de tous les territoires, mais en capacité de mobiliser de l'investissement public. C'est le cas de Recycle Elite, par exemple. On est en capacité aussi de mettre en place des programmes d'accompagnement dédiés à l'entrepreneuriat. C'est ce que vous faites, vous, d'une certaine façon. Nous, on le fait avec un programme qui s'appelle Les Boucles ou d'autres. Et j'ai cité une entreprise qui s'appelle Goodloop, qui fait de la réparation de matériel pour aller camper dehors, etc., machin. Et ben elles, parce que c'est des femmes qui l'ont créé, elles ont été accompagnées dans une pépinière d'entreprises de la métropole. Et dernier sujet, il n'y a que les territoires qui peuvent être aussi en capacité de créer des écosystèmes d'acteurs, les symbioses dont tu parlais, pour qu'elles soient efficaces. On l'a fait, nous, avec la manufacture de la mode responsable, Passage Tiafet. C'est possible ailleurs. Ça existe ailleurs en France. Roubaix avait fait une expérimentation avec Plateau Fertile, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pour dire, voilà, on n'est pas les seuls, les meilleurs et tout, la métropole de Lyon. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, c'est souvent ça part des territoires, c'est l'envie d'agir d'hommes et de femmes sur un territoire qui sont mobilisés soit sur des enjeux sociaux, soit sur des enjeux environnementaux, et ensemble, on peut aller vers ces nouveaux modèles économiques. Et donc, il faut
un des problèmes, je pensais que tu le dirais, mais un des problèmes de notre réglementation, c'est qu'on imagine, et ça c'est important aussi en termes d'éducation à la citoyenneté, on imagine qu'il y a un homme, une femme providentielle, une réglementation qui va tout solutionner. On est en train de le vivre en France, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un peu café du commerce, mais c'est l'intelligence collective. Et en transparence, il faut se dire les choses, en fait. Et il faut se les partager. Et il faut avoir, par contre, une vision commune. Là, vous avez un panel d'hommes et de femmes qui ont des rôles différents. À part Sonia et moi, on a le même rôle. Mais qui ont cette vision de, oui, on peut faire du textile circulaire et solidaire dans nos territoires. Et une des envies avec cette conf des GECO, c'est de dire, mettons-nous plusieurs territoires ensemble et faisons comprendre à l'Europe qu'il faut qu'elle investisse là-dessus. Parce que tu l'as dit, il va y avoir de la réglementation, mais derrière, c'est du CAPEX, quoi. Donc il faut qu'elle investisse là-dessus et qu'elle fasse confiance au territoire. Je voulais terminer là-dessus. Oui, ça tombe bien, puisqu'on avait cette question-là du rôle des acteurs publics, et notamment des acteurs publics locaux, dans l'accompagnement, l'aide aux entreprises qui mettent en place du circulaire. Je me tourne vers vous, Sonia Camborsano. Que fait la métropole de Turin en matière d'aide ou d'accompagnement pour ces entreprises? Du point de vue de la collecte, bien avant qu'elle devienne obligatoire, on a organisé une collecte séparée pour les vêtements usagés. Était mise en place de manière étendue sur le territoire de la ville métropole. Et en 2004, on a collecté 6400 tonnes de déchets textiles, vêtements et autres, soit environ 3 kg par habitant par an. Et bien que ce chiffre soit en légère hausse par rapport à 2023, il ne représente encore qu'une faible part de ce qui est jeté chaque année, sans être réintroduit dans le circuit de la seconde main. Il est nécessaire de développer la collecte sélective. Parce que à l'instant, on va seulement réintroduire les vêtements. Mais il faut aussi travailler sur les autres textiles. Et, il convient de noter qu'actuellement, il y a un projet à l'étude sur le territoire métropolitain qui vise à lancer en anticipation des opportunités liées à l'introduction de systèmes de responsabilité élargie du producteur, des micro-collectes des vêtements usagés directement dans les magasins et de certaines marques qui sont intéressées. Et notre expérience dans la ville métropole de Turin montre que la transition vers une économie circulaire dans le textile exige une vision qui soit intégrée et collaborative, comme on disait avant. Il y a des réseaux, comme je dis avant, comme Slow Fiber, qui démontrent comment la transparence et la responsabilité de filière peuvent générer une valeur économique, sociale et environnementale. Le chemin entrepris par le territoire turinois vise à faire de la circularité un moteur de développement durable et compétitif, en renforçant les dialogues avec les expériences européennes et internationales. Il y a un cadre normatif au niveau européen et aussi au niveau italien. La collection des textiles séparés est obligatoire en Italie depuis 2022. Et il y a aussi une mesure qui est actuellement à l'étude par le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et par le ministère des Entreprises et du Made in Italy, qui est en phase de consultation et pourrait voir le jour au cours de l'année 2026 sur la responsabilité élargie du producteur. Et donc, je crois qu'il y a un cadre qui est
un petit peu compliqué, mais il faut que dans ce cadre, on trouve, chaque territoire doit trouver son chemin pour l'économie circulaire dans tous les domaines, mais surtout pour notre histoire. Je parle de Turin, mais j'ai appris que Lyon aussi doit être valorisé, parce que c'est vrai qu'on a assez de vêtements pour des générations. C'est quelque chose que ma fille répète chaque fois que je parle d'acheter un vêtement. Elle me dit, mais tu es sûre? Mais si tu vas acheter quelque chose de neuf, tu dois réintroduire un vêtement dans le circuit. Oui. Mais je crois que les jeunes générations, elles sont vraiment plus sensibles, elles sont intéressées à l'environnement et ont une différente culture par rapport à nous. Pour moi, c'est encore, pour ma génération, est encore difficile d'entrer dans la mentalité qu'il n'y a pas besoin d'acheter des vêtements qui sont nouveaux. On peut bien utiliser des vêtements qui ont déjà été utilisés. Mais, comme je disais, c'est un changement de culture. Et donc, il faut insister et il faut que l'acteur public soit vraiment protagoniste. Parce que nous, on a la responsabilité de créer des conditions habilitantes pour la société, pour le changement, pour le vrai changement de la société. Ça, je crois, il ne faut pas se substituer à l'acteur économique ou à d'autres parties prenantes. Il faut avoir le rôle de gouvernance. Ça, je crois, c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup. On reviendra peut-être après sur l'Europe. J'ai une petite question sur l'Europe et sur la gouvernance. Mais Camille Marie-Maureen, est-ce que vous pouvez nous dire comment la métropole de Lyon vous a accompagné dans votre activité? Oui, ben, du coup, je l'ai déjà un peu dit, mais donc du coup, nous, effectivement, l'objectif, pour passer à l'échelle industrielle, on avait besoin d'un local qui soit plus grand, mais on reste des activités qui sont pas, on n'a pas des rentabilités énormes, hein, on est sur des métiers qui ont des petites rentabilités, donc du coup, on a trouvé un local qui était effectivement en cœur de ville, puisque du coup, on avait la même problématique qui était de dire en fait, les gens qui travaillent pour nous sont des gens qui vivent en ville. Et donc, quand on vit en ville, on veut travailler en ville. On ne veut pas se faire 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir pour aller travailler. Et donc, voilà. Et donc, il se trouve qu'on a identifié un bâtiment qui convenait parfaitement à toutes les contraintes qu'on avait. Et effectivement, c'est la métropole de Lyon qui a fait l'acquisition de ce bâtiment pour nous permettre d'exercer notre activité. Alors après, on a, comme avec un bailleur classique, un loyer, etc. Mais par contre, il y a des possibilités à terme, pas aujourd'hui encore une fois peut-être, mais un jour, de pouvoir que nous, on puisse acquérir le bâtiment, si un jour on est suffisamment solide pour le faire. Et du coup, dans les discussions qu'on peut avoir avec des financiers ou des choses comme ça, effectivement, avoir un bail qu'on appelle amphithéotique, que je ne connaissais pas. Et donc, c'est un bail de 99 ans, qui est donc très sécurisant pour une entreprise, puisqu'on ne peut pas être mis dehors avant dans 99 ans, et donc c'est plutôt rassurant. Voilà, du coup, effectivement, c'est un vrai sujet, et c'est très sécurisant dans le cadre d'une activité productive et d'activités qui sont malgré tout innovantes, et où, effectivement, la sécurité n'est pas toujours très rassurante pour des financiers purs, puisque du coup, on reste sur de l'expérimentation et sur des activités nouvelles. Merci. Emeline, est-ce que vous voulez compléter finalement sur la manière avec laquelle la métropole de Lyon accompagne le textile circulaire? Donc Camille, elle illustrait quelque chose d'important que j'ai déjà amené dans mon propos avant, qui est la question des locaux d'activité en ville. Voilà, ça c'est important. 1, pour les salariés. 2, j'insiste,
Il faut qu'au quotidien, on voit comment on produit nos biens du quotidien, comment on les transforme, on les répare, etc. C'est important. Et donc, on fait partie des collectivités en France qui respectent le zéro artificialisation net et qui disent oui, on peut maintenir de l'activité productive en ville. Ça demande beaucoup d'investissement public, mais aussi de dialogue, et ça fait vivre la démocratie, parce que c'est pas forcément... Enfin, je fais mon rôle d'élu local, mais vous savez, aller dire à des habitants, bah là, on va maintenir un local productif plutôt que de sortir du logement, alors qu'on est dans un territoire très attractif où on a besoin de beaucoup de logements, c'est un vrai choix politique de mixité. La deuxième chose que j'ai déjà illustrée, c'est le côté, on rentre au capital de certaines entreprises productives à impact, dont des entreprises de la circularité, je vous en ai cité une, c'est Recycle Elite, par le biais d'un fonds d'amorçage industriel. Ça, c'est une autre façon pour l'acteur public d'aider. La troisième chose que j'ai pas citée et qui est important parce qu'on est un de ceux en France qui s'est vite bougé sur ce sujet-là, c'est la question de l'effet levier de l'achat public. Il se trouve, et je pense que ça vaut pour Turin aussi, que quand vous êtes fournisseur de la métropole de Lyon, que vous avez ça en référence, ça peut vous aider éventuellement à trouver d'autres clients. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut aider. Et donc, en début de mandat, nous, on achète des vêtements professionnels. Et donc, on avait testé cette fameuse grille de lecture éco-balise. On est le premier territoire à l'avoir testé pour pouvoir analyser nos offres. Je vous passe les détails de comment on a découpé les lots pour que ça ait du sens, pour faire travailler et des structures d'insertion et pour être en capacité de réparer nos vêtements professionnels, etc. Mais je voulais vous lister. Ça, c'est un troisième levier pour l'acteur public. Il y a un autre levier dont je n'ai pas parlé, qui se cache derrière un mot que moi, en général, j'aime pas trop, mais qui est essentiel, et Sonia en a un petit peu parlé, c'est la valorisation et la communication. En fait, on est dans un moment où, c'est beaucoup les algorithmes qui parlent. Alors moi, je ne suis pas une pro des algorithmes, mais on a, au même titre que les entreprises ont un devoir de vigilance, et nous, on a un devoir d'information, nous, les territoires, de donner à voir, de montrer les hommes et les femmes qui se lèvent et qui font et qui transforment et qui réparent. Parce qu'on a quand même un réflexe, on va dire ça comme ça, de voir ce qui ne va pas dans notre pays, voir ce qui pollue, voir ce qui dégrade, voir ce qui ne marche pas. Et en fait, en vrai, dans nos territoires, il se passe plein de choses. Et donc, on a fait le choix, et elle est là dans la salle, d'essayer de mobiliser les équipes du marketing territorial pour donner à voir en fait ces hommes et ces femmes et ces organisations et ces entreprises qui font des choses, et pour envoyer des signaux aux habitants et habitantes en leur disant mais n'attendez pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas une utopie lointaine, c'est ici et maintenant. Il y a des points de vente de seconde main ici au passage Tiafet avec la Fondation Notre-Dame des Sans-Abris, et il y en a ailleurs. Il y a ici les réparables qui peuvent réparer les fringues professionnelles et vos fringues à vous. Il y a ici des gens qui savent prototyper des gammes, y compris pour des objets promotionnels à partir de vêtements professionnels, etc., etc. Et je pense que c'est important de le témoigner. En fait, on est dans ce moment-là où il faut dire, mais en fait, on sait faire. Et par contre, il y a des choses que les territoires ne savent pas faire. Par exemple, envoyer un signal prix, la TVA circulaire, sur certaines pièces, certains vêtements, Maxime aurait pu le dire, ça, on a du mal à le faire passer à l'échelle nationale. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais on a du mal. Donc je vous le dis, si vous pouvez encore écrire à vos députés et sénateurs et sénatrices pour leur dire « Oh, la TVA circulaire, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être pas mal. Hein », c'est dit, en gros, quand tu achètes quelque chose qui a été réparé, transformé, surcyclé, alors tu le payes un petit peu moins cher. Camille disait tout à l'heure, le modèle économique du surcyclage de la transformation, c'est un peu plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a du temps homme, temps femme, il y a de la conception. Dernier truc important dans les territoires, je crois que c'est Maxime qui l'a un peu dit, tu as parlé des invendus. Nous, on a la chance d'avoir des hommes et des femmes à la métropole de Lyon qui travaillent avec des organisations. Et tous les ans, on organise un temps fort sur, tu as parlé des chutes de production, Camille, sur les stocks dormants et les chutes de production. Nous, c'est l'occasion d'en parler. Le 27 novembre, c'est le temps fort annuel sur les chutes de production et une espèce de bourse d'échange en fait pour prendre conscience en fait des volumes ici et là, et ça a permis à une boîte sur notre territoire qui s'appelle FitCop, qui en plus est une coopérative, de se créer, de structurer une offre. Nous, on le fait sur la métropole de Lyon. Sans doute que ça existe ailleurs en Europe. Peut-être que Turin organise aussi ce système de mise en commun, en tout cas de porter à connaissance des chutes et des stocks dormants. S'ils ne le font pas, vous le ferez du coup. Mais c'est important aussi de montrer ce qui est fait ici et maintenant plutôt que de nourrir
des choses qui nous semblent lointaines et impossibles avec des... Sonia, elle parlait de la bureaucratie. Moi, j'ai choisi l'autre option de dire, il y a des réglementations et tout, mais il y a surtout des gens qui font, quoi. Donc, parlons des gens qui font. Merci beaucoup. Donc on vient d'évoquer l'accompagnement par les acteurs publics, mais bien sûr une gouvernance de filière ou de secteur, ça passe aussi par des relations publiques-privées, des partenariats publics-privés. Maxime Delavallée, est-ce que vous pensez que ce type de gouvernance, c'est une gouvernance adaptée au modèle circulaire ? Oui, sur le sujet, en tout cas, évoqué par Emeline sur la gouvernance de notre REP, il y a en effet un sujet à l'élargir. Ça, c'est un des points qu'on a souvent évoqué avec la Fédération de la mode circulaire, pouvoir intégrer plusieurs acteurs territoriaux, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés. Je pense à des plateformes, ça paraît bête, mais un acteur comme Vinted va aller réemployer plus de 400 millions de pièces chaque année en France. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre en compte certains éléments aussi de retour pour déterminer comment est-ce que le budget de Refashion, qui provient des écotaxes des marques, permettrait aussi d'aller financer d'autres choses. Sur le sujet de la transparence, je rebondis quand même, parce que c'est vrai que Refashion a plein de points d'amélioration, mais il y a quand même un sujet, c'est qu'ils publient chaque année leur rapport public, et ça sera intéressant que vous puissiez aussi regarder ça. Ils ont une illustration assez claire de comment est dépensé 100 €, donc en gros sur 100% du budget, quelle proportion de tel budget va dans quel poste de dépense. Et aujourd'hui, il y a un deuxième sujet sur lequel on pousse beaucoup avec la Fédération de la mode circulaire pour améliorer cette gouvernance, c'est aussi le budget R&D. Aujourd'hui, sur la part de R&D, on est seulement à 5% de ce budget-là. Quand derrière, on va aller financer pas mal de frais administratifs, pas mal d'éléments aussi qui vont moins avoir de valeur ajoutée dans la structuration de la filière. Donc, tous ces éléments vont être aussi clés, et je pense que c'est lié finalement à ce sujet de gouvernance. Plus on va élargir la gouvernance, plus on aura aussi des bonnes idées pour déterminer comment est-ce qu'un budget comme celui de Refashion, qui pèse, je rappelle, à peu près 250 millions d'euros par an, pourrait être peut-être mieux utilisé à des fins de meilleures performances circulaires. Au global, quand on reprend aussi un peu les chiffres à l'échelle franco-française, on a 800 000 tonnes de textiles, TLC, textiles, linge de maison, chaussures, qui sont mises sur le marché chaque année. Une tonne, c'est 4000 produits. On se parle en milliards de pièces uniquement pour la France. L'objectif donné par le gouvernement, c'est d'atteindre 60% de taux de collecte sur le territoire. Aujourd'hui, on a 280 000 tonnes à peu près qui sont collectées chaque année sur le territoire, donc on est bien en deçà de tout ça. On a jusqu'à 2028, mais big news, si vous ne le saviez pas, on ne va pas atteindre cet objectif, et c'est tout l'objet des discussions actuelles sur le contrat de filière. Ceci étant dit, quand on creuse, donc c'est déjà le premier point, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de collecte. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre aussi les objectifs de réemploi local. Émile le soulignait, on a dans cette collecte de 280 000 tonnes, 60% qui est du réemploi. C'est-à-dire c'est des produits qui pourraient être réemployés. Le problème là-dedans, c'est que sur si vous faites le calcul, 60% de 280 000, ça donne 188 000 tonnes à peu près, on va avoir 95% de ces produits qui sont exportés à l'étranger. Et c'est pas parce qu'on veut juste les exporter à l'étranger ou qu'il y a des besoins particuliers à l'étranger, c'est qu'on n'a pas de capacité de collecte suffisante, mais aussi de tri suffisante sur le territoire. Donc souvent, on va avoir des aberrations qui sont qu'on envoie notre crème, en tout cas, on envoie des tonnes non triées à l'étranger pour qu'elles soient surtriées à l'étranger, et puis parfois qu'elles reviennent quand il s'agit de la crème. Donc c'est sur tous ces sujets-là où en effet, il faut qu'on arrive aussi à l'échelle nationale à pouvoir avoir des objectifs qui soient quand même réalistes quand on va les fixer à l'éco-organisme. Ensuite, que l'éco-organisme puisse avoir davantage de points de vue au sein de sa gouvernance pour pouvoir aussi peut-être mieux orienter certains de ses budgets, parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même pris dans quelques conflits politiques entre les différentes typologies d'acteurs. Et enfin, qu'on puisse mettre en marche les investissements qui sont clés, les projets qui sont clés, pour répondre finalement à un problème basique, c'est augmenter la capacité industrielle, que ce soit avec des acteurs associatifs ou avec des acteurs privés, pour collecter davantage, trier davantage sur le territoire et mieux rediriger vers les bons débouchés. Et ça, pour le coup, c'est un point qu'on porte beaucoup avec la Fédération de la mode circulaire à l'échelle nationale. On porte une parole sur l'harmonisation de ces règles de gestion, sur l'élargissement de la gouvernance à l'échelle nationale, sur l'harmonisation aussi de cette coordination en Europe, parce que quand demain on aura un éco-organisme en Italie, on en a d'autres en Suède qui commencent à se créer, en Espagne aussi avec Reviste, aux Pays-Bas, en Belgique, on va avoir du coup plein d'éco-organismes qui vont avoir leurs propres règles de subventionnement, leurs propres règles de gestion, leurs propres règles d'investissement. Oui, il n'y a pas d'harmonisation à l'échelle européenne. Exactement. Sur les REP.
Et ça va être je m'excuserai le terme, mais ça va être un foutoir. Donc il faut absolument qu'il y ait ce sujet d'harmonisation. Et en effet, sur la dynamique européenne, et ça a été bien mentionné sur le cadre qui est fixé à l'échelle de l'Europe, on a aussi des sujets qui doivent être mis sur la table, qui sont des sujets fiscaux, qui sont des sujets de soutien aussi à la filière. Et le cas de la TVA circulaire, c'est en effet un des points qu'on soutient depuis notre création en 2022, qu'on pousse aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, avec beaucoup de parlementaires européens en France, en Belgique, mais aussi des parlementaires suédois qui veulent aussi pousser sur ce sujet-là. On peut avoir une TVA qui serait à taux réduit à 5,5% sur tous les produits et services de la circularité. Et ça, c'est un enjeu clé parce que non seulement on permettrait aux consommateurs et aux consommatrices de plus facilement s'orienter vers ce type de produits et ce type de services, mais il ne faut pas s'en cacher. Peut-être que ça générera un peu plus de marge pour certains acteurs de la circularité. Et c'est un point absolument clé pour aussi créer cette dynamique d'investissement et assurer que derrière on puisse continuer à développer tous ces modes de consommation et de production plus circulaires. Peut-être on l'a pas dit, mais l'Union européenne, elle doit, si elle tient son rythme, sortir sa feuille de route économie circulaire en début d'année civile. C'est pour ça que Maxime et moi, on vous en parle spontanément, et peut-être que Sonia à Turin, vous... Mais pour vous donner un petit point de repère, moi, j'ai reçu le texte hier, et j'ai jusqu'à demain soir, je suis présidente de la commission qui travaille là-dessus pour tous les territoires urbains, ça s'appelle France Urbaine, et on a jusqu'à jeudi soir pour rendre notre copie, pour vous dire à quel point, c'est pour ça que j'insiste sur les territoires. On a un peu plus de 48 heures, les territoires urbains, pour se positionner et essayer d'être plutôt force de proposition plutôt que de critiquer le texte. Donc je vous dis pas quoi, voilà. C'est pour ça, si vous connaissez votre eurodéputé, après je pourrais vous le... Eh ben écrivez-leur. Oui, en plus, vous avez une autre table ronde. J'avais une question parce qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé de R&D et j'avais la question, est-ce que les vêtements issus de la fast fashion, etc., est-ce que ce sont des tissus qui sont faciles à recycler ? Moi, je recycle pas, mais en tout cas, je sais que c'est des tissus de très mauvaise qualité et qui sont très souvent des mélanges, donc qui sont très difficilement recyclables et qui sont de mauvaise qualité, donc qui sont difficilement retravaillables parce que en fait, c'est vraiment pas. Donc quand on le découd, ça se découpe pas bien. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Oui, peut-être aussi pour avoir un peu le contexte quantitatif derrière ce sujet de qualité. Aujourd'hui, dans les textiles recyclés pour une utilisation propre au textile, donc en boucle fermée, on ne va pas utiliser du textile pour aller mettre de l'isolant entre nos murs, de l'isolation, on est à moins de 1% à peu près. Donc ça vous donne aussi une idée, et c'est en ça où... Exactement, textile to textile recycling, on est à moins de 1%, donc c'est en ça où il y a besoin d'investissement en France. On a besoin d'investissement R&D aussi pour déployer des nouvelles technologies, le recyclage par polymère, recyclage chimique, thermochimique, parce que le recyclage mécanique à la main, ça c'est souvent réalisé à l'étranger où le coût de main d'œuvre est beaucoup moins cher, mais en France il n'y a pas réellement la place à des modèles économiques qui soient facilement rentables et à échelle. Donc on est quand même sur un sujet où toute cette complexité vient en effet de plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'on soit sur des produits qui sont souvent monomatières. Or, dans les nouvelles productions, et je pense que ça dépasse même le cadre de la fast fashion, c'est même des créations pour des marques premium, voire des marques de sport, des enseignes comme Decathlon que vous avez toutes et tous en tête, qui vont avoir sur des produits sportifs une multitude de couches. On va avoir de l'acrylique, du polyester, mais aussi peut-être un intérieur coton pour que ce soit plus agréable pour les sportifs. Ça, c'est impossible à recycler. Intéressant aussi, dans une étude qui a été menée par Refashion et qui a été rendue publique là-dessus, on se rend compte qu'on a un bon quart des vêtements où la matière, ils ont pris, pour le contexte, ils ont pris dans les bandes de collecte des textiles et ils ont tenté du coup des schémas de recyclage en sortant de la data, de la donnée de tout ça. Et sur en fait à peu près un quart des vêtements, il n'y avait plus d'étiquette sur la matière et au vu de l'analyse physique de la matière, on ne savait pas quelle était la matière. Donc on ne peut pas vraiment recycler une matière qu'on ne connaît pas. Et enfin, on a le problème aussi
des bloqueurs dans le recyclage qui peuvent être des zips, qui peuvent être j'ai d'ailleurs une veste comme ça avec des zips un peu partout, c'est des vestes sportives. Bon, ça c'est problématique également parce que tout de suite on doit passer sur du recyclage manuel ou du recyclage mécanique. Donc c'est tous ces éléments qui font que, et ça c'est juste pour le recyclage, mais on a besoin de projets R&D qui continuent de développer la recherche, mais on en a également besoin sur le réemploi. Il ne faut pas oublier que dans les piliers de l'économie circulaire, on a d'abord le réemploi, la réparation et le recyclage pour aussi traiter un maximum la valeur même du produit et arriver à en préserver un maximum. Et donc là-dessus, je remets le couvert, mais il y a quand même un grand sujet à ce qu'on puisse accélérer notre déploiement de capacité de collecte et de tri, si possible automatisé sur le territoire, pour être en mesure de traiter l'afflux énorme de déchets textiles. Parce que sur les produits de fast fashion, même si en effet la qualité est moindre, il faut quand même les traiter. Ça devient aussi du déchet textile une fois que les produits ont été mis, ou parfois quand les produits ne sont même pas mis. Il y a peut-être une dernière stat à avoir en tête. Aujourd'hui, pour des produits Chine et Temu, dans les centres de tri français, en tout cas privés, les plus grands, GBtex et Filtex pour ne citer qu'eux, qui vont traiter entre 10 à 15 000 tonnes de textiles chaque année. On a maintenant 10% de ces produits qui sont Chine et Temu, pour la plupart neufs, avec des étiquettes encore. Donc on doit aussi répondre à un moment à ce défi-là, et ça passera par la réglementation européenne, française, ça passera par des moyens appropriés aussi pour ces industriels, ces associations, ces acteurs du terrain qui bossent aussi à ça, et ça passera aussi par l'innovation de demain, à travers de la R&D, donc de la recherche et développement sur du recyclage, pour arriver à au moins tirer quelque chose de ces fils et de cette matière. Merci beaucoup. Peut-être, est-ce que vous avez des questions J'avais une question pour Madame Cambursano pour Turin. On parle pas mal du Made in Italy. Il y a eu pas mal d'articles en ce moment sur sur la déviance autour de cette question-là, avec une mafia qui se crée autour de gens qui viennent, enfin de Chinois qui viennent faire du Made in Italy en Italie, quoi, en gros. Est-ce que c'est un vrai sujet et auquel on doit prêter attention, nous, ici en France, et à Lyon en particulier, avec l'arrivée de ça? Ou est-ce que c'est juste de l'intox Non, c'est le nom du ministère. Le dernier gouvernement en Italie a choisi de changer le nom et de mettre le ministère du Made in Italy. C'est un choix singulaire parce qu'on appelle le ministère de Made in Italy et on le dit en anglais, mais ça c'est une autre chose. Non, mais c'est pas ça que je fais référence, où je suis pas sûr. C'est à la partie de dire que le label Made in Italy a attiré de la main-d'œuvre non qualifiée au black, en gros, qui travaille au noir dans vos territoires et qui serait un risque pour nous. On n'a pas ce type de problème à la ville métropole de Turin, mais il y a d'autres parties en Italie, comme Prato, près de Florence, qui a de la main-d'œuvre chinoise et avec le produit, avec le label Made in Italy. Donc oui, c'est un problème parce que le label Made in Italy est encore identifié avec la qualité, mais c'est pas le cas. Parce que on fait travailler il n'y a pas le moindre respect de la qualité des personnes et donc c'est un label qui n'est plus qui n'a plus le sens qu'il avait parce que c'était quelque chose qui était identifié avec une haute qualité, mais c'est plus le cas parce que il y a aussi le problème qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont produits à l'étranger, mais pour la normative italienne, si tu mets quelque chose, la partie finale, si tu la mets en Italie, donc tu peux mettre le label Made in Italy. Et ça, c'est triché, à mon avis. Mais ça, c'est quelque chose... Il y a un problème dans la loi qui permet de mettre le label Made in Italy, même s'il y a seulement l'assemblage en Italie, mais tout s'est fait à l'étranger.
Donc ça confirme, c'est un risque auquel il faut qu'on prête attention. Ouais. Moi j'ai acheté du Made in Italy pour pas acheter du Made in China. Quand j'ai lu ce truc-là, ça m'a terrorisé. Je me suis dit merde. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit être vigilant avec la réindustrialisation du textile, de pas tomber dans ces travers. Ouais. Merci. Ouais. Bonjour, merci donc pour cette conférence. J'ai une question. J'ai l'impression qu'en France, en fait, on fait figure de modèle par rapport à cette économie circulaire. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens ou mondiaux qui nous donneraient, enfin, qui donnent l'exemple ou qui sont peut-être plus avancés que nous? Alors, je pense Maxime, il va bien me compléter, mais de mon point de vue d'élu local, donc on a des réseaux d'échange entre élus locaux à l'échelle européenne. Il y a une ville qui a misé il y a quelques années sur l'économie circulaire, c'est Ljubljana, donc c'est tout petit. Hein. Et là, ils ont bien joué sur le B2C, c'est pas forcément structurer une chaîne de valeur autour du textile ou de l'alimentaire ou du bâtiment. De mon point de vue, à Bruxelles, donc là pour le coup c'est la région de Bruxelles, globalement ils travaillent très bien les sujets de circularité. Donc pareil, pas spécifiquement le textile, mais sur toutes les filières d'activité économique qui sont assez communes au territoire urbain, c'est-à-dire le bâtiment, l'alimentation, le textile, le numérique. Et eux, leur principal levier, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est de permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir des lieux pour prototyper, pour réparer, pour transformer, parce que c'est ça le problème des villes, en fait, c'est d'avoir du productif en ville. Amsterdam, ils font à peu près la même chose et je les connais un peu moins bien. Et il y a un autre endroit dans le monde, on les a fait venir il n'y a pas très longtemps, où ils ont un schéma de développement économie circulaire et tout. Donc c'est, je sais pas si on dit c'est au Québec, la région urbaine de Montréal, quelque chose dans ce goût-là. Je sais pas si on dit région urbaine, je regarde Isabelle, mais je sais plus comment on dit. Enfin, en tout cas, on les a accueillis récemment. Vous pouvez tracer le truc, c'est dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et donc eux, ce que j'ai apprécié moi dans ma posture d'élu, c'est qu'ils ont délibéré ensemble sur une stratégie économie circulaire qui touche un peu tous les piliers. Voilà. Après, j'émets l'hypothèse qu'il y a d'autres territoires dans le monde, enfin, surtout dans les pays, enfin, moi je dirais, Espagne, Portugal, peut-être qu'ils disent pas, mais qui font un peu. Il y a aussi, faut être vigilant parce qu'il y a pas mal de pays où ils disent pas, mais ils font dans les territoires. Et comme on n'écoute que les figures nationales, bon bah si le président ou la présidente en a pas parlé, ça n'existe pas. Alors qu'en fait ça existe, et avoir en tête que, en tout cas dans le monde des déchets, souvent dans notre inconscient collectif, on imagine qu'en Europe du Nord ils sont très bons, Norvège-Suède. Ne jamais oublier que Norvège-Suède, ils ont une vision de l'économie circulaire compétitive où en gros, si je fais un gros trait, parce que ça peut être utile de brûler des déchets pour entretenir des réseaux de chaleur, mais globalement ils sont bien sur le sujet de l'incinération et moins. C'est pour ça que je l'ai dit moi dans mon propos liminaire, il faut vraiment que vous arriviez à intégrer le fait que quand on parle gaz à effet de serre, en fait, il faut penser matière, il faut penser ressources, il faut penser eau, il faut penser pollution. Il ne faut pas penser que tonnes de gaz, enfin voilà, tonnes carbone. Ça s'incarne concrètement, quoi. Et du coup, il y a quand même des pays où on a une culture, en Europe du Nord, une culture beaucoup plus forte autour des enjeux carbone, en tout cas dans la population des élus. Mais par contre, ils sont moins attachés à des sujets de proximité et de préservation de ressources et de biodiversité. Ici et maintenant, ils vont subventionner des super programmes dans d'autres pays dans le monde, mais le ici et maintenant, c'est moins présent. Mais après, je pense que Maxime, il a des tas d'exemples. Oui, merci. Mais pour le coup, tes exemples étaient très parlants, surtout à l'échelle des villes et des métropoles dans le monde. Pour le coup, on en a un peu parlé à l'échelle européenne dans le cadre de notre étude KPMG, Fédération de la mode circulaire, qui est accessible gratuitement sur notre site. Et on a montré la complémentarité entre les différents pays européens, justement, sur cette chaîne de valeur de l'économie circulaire. C'est intéressant de voir, par exemple, que l'Italie et l'Espagne sont les pays avec les plus taux les plus forts taux de croissance sur le développement de la seconde main, sur le développement globalement de la consommation de la mode circulaire. On voit également que des pays comme la Hongrie ou la Pologne ont développé des gros moyens de collecte et on a des programmes subventionnés aussi par la Commission européenne qui se sont mis en place. Je pense notamment à un centre de tri entièrement industrialisé qui traite 50 tonnes jour de textiles et ça représente quand même beaucoup plus que le capacitaire de certains centre de tri ici en France. C'est Texval qui est membre aussi de notre fédération de la mode circulaire.
Et puis on a justement dans les pays nordiques cette structuration plus autour du recyclage et de l'éco-conception, notamment portée en Suède par le groupe H&M qui a beaucoup investi. Alors vous avez pu entendre là récemment aussi quelques déboires avec quelques entreprises qui ont dû fermer puis être repris à la casse, mais en tout cas il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus, et où aujourd'hui il y a aussi cette filière REP qui se structure en Suède notamment. Donc il y a cette complémentarité qui existe à l'échelle européenne. Maintenant, l'Europe semble mine de rien assez avancée dans toute cette dynamique. La Chine déploie énormément de capacités de collecte parce qu'ils commencent à traiter le sujet par le premier point d'entrée, et ça sera quand même intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont dérouler ça, parce que mine de rien on a beau mettre en avant toutes les critiques sur le modèle productiviste chinois, il y a quand même une implémentation des politiques publiques qui va très vite au regard du système politique en place, et donc il faudra quand même faire attention à voir comment est-ce qu'ils dérouleront la rapidité de leur exécution vis-à-vis de leur stratégie d'économie circulaire. Et les États-Unis qui ont adopté une stratégie complètement différente, mais beaucoup basée sur le privé, naturellement, avec certaines entreprises comme ThredUp, comme aussi, alors sur des gammes plus élevées, Rent the Runaway, mais qui vont travailler sur de la collecte quand même à très grande échelle, et ils vont retravailler maintenant avec des partenariats en direct avec leurs grandes enseignes, comme Macy's, comme Walmart, pour aller proposer aussi des débouchés directement sur le territoire. Donc ça va être intéressant de regarder un peu ces deux grands mastodontes, parce que ça sera contre ces acteurs-là que doivent jouer aussi les pays de l'Union européenne. Et enfin, il ne faut pas oublier quand même le continent africain qui doit aujourd'hui gérer aussi beaucoup de déchets textiles, littéralement. Mais on a quand même des cas d'usage qui commencent à être très intéressants. Lors de notre journée de la mode circulaire l'an dernier, on avait accueilli plusieurs créateurs et une délégation de créateurs, ainsi que l'ambassadrice du Bénin, qui a lancé aussi un nouveau projet pour aller assurer un recyclage du fil directement sur place, et qui a passé déjà plusieurs contrats pour sécuriser, pour préempter ce fil recyclé avec beaucoup d'enseignes françaises. Et donc à voir aussi comment évoluera cette stratégie béninoise autour de l'économie circulaire, mais on voit qu'il y a quand même des moyens qui se mettent en place pour aller répondre aussi à ces défis dans le secteur textile. Écoutez, merci beaucoup. C'est l'heure de conclure cette table ronde. Donc, je remercie à nouveau l'ensemble des intervenants et intervenantes d'être venus jusqu'à Lyon aujourd'hui. Et puis, merci à vous d'avoir participé à cette conférence en présentiel et en distanciel.